Bonsoir, c'est 8h pile et bienvenue au dernier jour du Festival d'astronomie de Florence. Ce jour qui a commencé en présentiel à Phaétron avec des activités et des ateliers pour des enfants. Maintenant, on est en conférence en plein air. Il y a donc les participants qui sont derrière moi. La projection se fait sur un grand écran et on est très heureux d'accueillir Sylvain Chatti. Notre conférencier pour ce soir, Sylvain Chatti. Je te demande de te présenter pour le public libanais. Merci d'être parmi nous. Et donc, on est très content que tu sois parmi nous ce soir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Moi, je suis aussi très content d'être avec vous. Je préférerais être avec vous en présence, évidemment. Je suis avec vous virtuellement. Donc, moi, je suis professeur à l'Université de Paris, qui est en la fusion en fait, de l'ancienne Paris 7, Paris 5 et de l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris. Et moi, je suis donc astrophysicien au CEA et je travaille principalement sur ce qu'on appelle les objets compacts, c'est-à-dire les étoiles à neutrons, trous noirs, qui sont en couple avec des étoiles et qui happent la matière des étoiles. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce soir, puisqu'en fait, je vais vous parler plutôt d'un thème qui m'est cher, qui est le thème de la colonisation de l'espace. Alors, on va voir que ça va plutôt traiter de l'exploration de l'espace, de la Terre aux exoplanètes. Et donc voilà, donc j'ai publié un livre qui est sorti l'année dernière, en mars 2020, donc juste à quasiment le même jour que le début du premier confinement en France. Donc voilà, ça donnait envie en effet de partir dans l'espace. Et en fait, voilà, j'ai traité de ce thème-là. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Et en fait, je voudrais faire une conférence un peu interactive. Alors, j'entends dans le public des voix d'enfants, donc je vous dis qu'ils peuvent participer, mais évidemment, les adultes aussi. Alors, pour ça, pour ceux qui sont connectés sur un téléphone portable ou sur un ordinateur, il y a une application. En fait, il faut pas, il y a juste à se connecter sur un lien qui est celui qui est affiché là, www.wooclap.com/chatti-liban. Et ensuite, donc, vous allez voir des questions qui vont s'afficher au fur et à mesure. Il y en aura une petite dizaine comme ça le long de cette conférence, donc il va un peu rythmer cette conférence. L'idée étant d'en faire quelque chose d'un peu interactif, et pas seulement cours magistral. Voilà, donc le lien est encore affiché ici. Et je vais donc pouvoir commencer maintenant ce thème. Donc, tout d'abord, de quoi parle-t-on? On va voir en effet que on entend souvent parler de colonisation de l'espace à différents niveaux, donc on va essayer de savoir qu'est-ce que ça représente dans les faits. On va essayer de voir ce que veut dire coloniser le système solaire, ce que en fait l'humain a déjà commencé à faire, et on essaiera à la fin d'aller un peu plus loin et même d'essayer de voir ce que pourrait signifier coloniser les exoplanètes. Donc ce sont ces planètes qui sont en dehors du système solaire, qui tourne autour d'étoiles autres que le Soleil. Et on finira avec une question qui n'est pas de moi, hein, qui est de Enrico Fermi, au milieu du XXe siècle, qui a demandé « mais où sont-ils ?» en parlant évidemment des extraterrestres, l'idée étant que les extraterrestres aussi pourraient avoir envie de coloniser le monde, comme nous, on a peut-être envie de coloniser. Voilà, donc tout d'abord, première partie, donc de quoi parle-t-on? Quand on parle de colonisation de l'espace, en fait, on parle de plein de choses différentes. La colonisation passe d'abord justement par l'exploration avant de peut-être coloniser l'espace. Alors, il faut savoir que c'est un thème qui est très, très vieux. On n'en parle pas seulement depuis hier ni avant-hier, c'est très, très vieux. Et moi, je vais vous donner juste deux exemples, parce que sinon, ça ferait un historique trop long. Mais deux exemples qui me sont chers et qui, je pense, sont chers à pas mal de gens. Le premier, c'est cet auteur, Savinien Cyrano de Bergerac, qui, en 1650, a écrit un livre qui s'appelle « L'autre monde, empire de la Lune », et puis il y a une suite qui parle des empires du Soleil. Et en fait, il imagine quelqu'un qui essaie de s'échapper de l'attraction de la Terre,
pour aller sur la Lune, de voir comment est la Lune. Et voilà donc le moyen qu'il emploie, qui ressemble un petit peu à la Saturne V qui a emmené les astronautes vers la Lune, puisqu'il se met dans une barrique avec des fusées de feux d'artifice. Et évidemment, bon, il ne va pas. C'est un système qui est quand même assez dangereux. Ce n'est pas ça qui permettra d'aller sur la Lune. Surtout, vous voyez, il n'a même pas de combinaison. Donc, s'il se retrouve dans l'espace, il ne peut plus respirer du tout. Alors, il y a d'autres moyens, mais que je ne vais pas forcément décrire ici, pour aller dans la Lune, qui sont plus ou moins farfelus. Mais à la fin, il parvient quand même à aller sur la Lune et il se rend compte qu'il y a des habitants sur la Lune et voilà, c'est la rencontre avec ces habitants. Un deuxième moyen d'y aller, qui lui est un peu plus, en fait, beaucoup plus dangereux, on pourrait dire, c'est l'imagination par Jules Verne de la Terre à la Lune, donc là c'est 2 siècles plus tard, en 1865, de creuser un gros trou, de fondre à l'intérieur un obus, un grand obus, de mettre des gens à l'intérieur et de les envoyer sur la Lune. Alors évidemment, le décollage la mise à feu et le décollage de l'obus tuerait instantanément les astronautes qui seraient à l'intérieur, puisque l'accélération serait extrêmement grande et le corps humain ne supporterait pas une telle accélération. Et en tout cas, c'est pour dire qu'on a toujours eu envie, on a toujours imaginé des moyens. Je pourrais parler de Tintin, évidemment, dans Hergé, qui paraît juste avant l'émission Apollo. On a toujours eu envie d'aller en dehors de la Terre pour coloniser l'espace. Mais avant de parler de la colonisation de l'espace, je voudrais rappeler que la vie a colonisé la Terre. Donc, en fait, il y a déjà eu une colonisation réussie. Nous sommes d'ailleurs les produits de cette colonisation réussie, l'humain, mais pas tout seul, l'humain avec toutes les espèces animales et végétales, a colonisé la Terre. Alors ça s'est passé il y a 4,57 milliards d'années, le début, lorsque la Terre s'est formée. Et vous voyez qu'en fait, on a colonisé la Terre parce que la Terre ne ressemble pas du tout à cette planète du Petit Prince, puisque notre Terre est une planète qui est rocheuse, c'est une planète qui est entourée d'une atmosphère donc, dans laquelle on peut respirer, c'est une planète qui contient de l'eau liquide, qui est un élément fondamental pour que la vie apparaisse, qui a une température entre 0 et 40 degrés en moyenne, avec un grand satellite, la Lune, qui en fait est importante car elle nous protège des météorites, et avec un champ magnétique qui va aussi nous protéger des particules du vent solaire qui sinon peuvent être très dommageables pour le développement, même l'apparition de la vie. Alors cette vie, comment a-t-elle colonisé la Terre? Eh bien, on n'a pas de réponse définitive. On pense que c'est probablement dans des océans, probablement dans de l'eau qui a été chauffée par de la lave magmatique, la lave des volcans, peut-être dans de grandes mares d'eau avec des éléments qui sont très riches comme le phosphore, le soufre, qui ont pu permettre de créer de la vie qui reste des cellules complexes quand même à créer. Ou peut-être aussi au fond des océans, où là, on a ce qu'on appelle des fumeurs noirs, qui sont en fait des cheminées magmatiques, donc c'est de la fumée qui sort du magma qui se trouve sous la Terre, qui sort par des fissures et qui arrive dans l'eau, et qui donc chauffe l'eau à des températures extrêmes. Là, vous voyez, on a des températures de 360 degrés au fond d'un océan, alors que l'eau, normalement, est plutôt à quelques degrés à cet endroit-là. Donc voilà, tout ça pour dire que la vie a déjà colonisé la Terre, la vie a déjà colonisé une planète au moins du système solaire, peut-être même plus, hein, mais pour l'instant, on sait qu'il y a au moins un événement qui est couronné de succès. Et donc ça m'amène à ma première question dans le quiz. C'est la première question, c'est combien y a-t-il d'eau sur Terre? Alors, imaginez qu'on enlève toute l'eau qui se trouve sur la surface de la Terre ainsi que dans l'atmosphère, c'est-à-dire dans les nuages. On enlève toute cette eau-là et les questions, c'est donc combien y a-t-il d'eau sur Terre? Donc les réponses peuvent être soit un petit peu, c'est-à-dire une boule d'eau en gros de 1/10 de la taille de la Terre, ou moyen. Moyen, ça veut dire une boule d'eau de la moitié de la Terre, ou beaucoup, c'est une boule d'eau de la taille de la Terre. Donc, si vous allez sur le site wooclap.com/Chati-Liban, eh bien, vous pouvez déjà voter et ça va permettre de savoir si vous savez à peu près comment on se situe. Donc, je répète, soit
on a une petite boule d'eau de 1/10 de la taille de la Terre, soit une boule d'eau de taille moyenne, soit une grande boule d'eau de la taille de la Terre. Alors, pour l'instant, j'ai quelques réponses qui sont un peu réparties dans les trois. Donc, je laisse encore 10 secondes le temps que tout le monde puisse répondre. Et donc, évidemment, alors je vais ensuite donner la réponse. Il reste encore donc, 10 secondes. Donc, un peu, moyen ou beaucoup. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, c'est à peu près réparti sur les trois réponses, en fait. Et donc, voilà, la réponse, c'est qu'en fait, c'est un petit peu, c'est une boule d'eau de 1/10 de la taille de la Terre. Et voilà, si vous voulez voir ce que ça représente, l'eau qu'il y a sur Terre, c'est en fait tout petit. Et pourtant, c'est ça qui a permis de développer la vie sur la Terre, enfin, qu'elle apparaisse et qu'elle se développe. Alors, maintenant, on va se demander pourquoi quitter la Terre. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à quitter la Terre et à aller coloniser en fait l'espace? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, évidemment, c'est la baisse de la biodiversité, c'est-à-dire, par exemple, actuellement, avec le réchauffement climatique, le réchauffement de l'eau, l'acidification de l'eau, etc., il y a beaucoup d'espèces végétales et animales qui disparaissent. Donc là, j'ai mis une espèce emblématique, hein, le manchot empereur. Et ça pourrait nous pousser ça pourrait rendre notre Terre peu à peu inhabitable et donc nous pousser à aller vers d'autres cieux, si je puis dire. Évidemment, il y a aussi les pandémies qui pourraient nous pousser à partir ailleurs, ça je ne vais pas m'appesantir dessus. Et notre exemple, c'est un gros astéroïde qui nous tomberait dessus, comme ça s'est passé par exemple il y a 65 millions d'années et qui a fait disparaître les dinosaures et en fait 75% des espèces animales et végétales qui existaient sur Terre à l'époque. Alors, donc à ce moment-là, si on décide de partir, eh bien, allons-y. Partons à la conquête de l'espace et en fait, on va voir eh bien, qu'on a déjà fait un petit chemin vers cette conquête spatiale. Et là, je vous présente quelques petites vignettes. Alors, la première, en haut à gauche, hein, c'est les fusées V2, les premières fusées développées par le régime nazi qui sont des fusées balistiques, qui en fait étaient les prototypes des fusées qu'on allait utiliser ensuite pour aller sur la Lune. Ça, c'est Spoutnik, le premier satellite envoyé par les soviétiques en 1957, avec la première chienne, Laika, premier être vivant en fait, envoyé en orbite autour de la Terre, suivi de Gagarine en 1961, Tereshkova, la première femme envoyée en orbite autour de la Terre en 1963. Ensuite, c'est le développement des fusées Saturne V qui ont permis aux missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17 d'aller sur la Lune. Ça, évidemment, c'est le premier pas de Aldrin, puisqu'en fait, c'était Armstrong qui prenait la photo quand il arrive sur la Lune. Et ensuite, vous avez donc tous les points d'atterrissage de plusieurs des missions Apollo, mais aussi des missions Luna, qui sont des missions soviétiques. Et là, vous avez même le site d'atterrissage de la sonde Chang'e, qui est une sonde chinoise qui a atterri sur la Lune. Et ensuite, je vous montre la station spatiale internationale, l'ISS, sur laquelle se trouvent actuellement plusieurs astronautes, dont le français Thomas Pesquet, qui est très, très médiatisé ici en France. Et ensuite, vous avez les missions, par exemple, là, vous avez un rover Opportunity sur Mars qui a fonctionné pendant beaucoup, beaucoup d'années et qui a exploré une petite partie de Mars. Il y a 3 fusées ici qui ont envoyé des sondes sur Mars. C'est Hope Tianwen 1 qui vient de se poser et Perseverance qui s'est posé il n'y a pas longtemps. Et enfin, vous avez cette image d'une sonde qui prend du matériau d'un astéroïde, Osiris-Rex, qu'il va ramener sur Terre dans les années 2023. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, on a déjà commencé à aller dans notre banlieue terrestre, autour de la Terre, sur la Lune, et même sur des astéroïdes lointains, comme par exemple cette Osiris-Rex. Alors, maintenant, donc, qu'on a vu un petit peu de quoi il s'agissait, on va essayer de voir ce que signifie coloniser le système solaire. Alors, tout d'abord, un petit rappel, le système solaire, donc c'est principalement le Soleil, 4 planètes qui sont, on va dire, telluriques, c'est-à-dire des planètes rocheuses avec, pour certaines, la plupart d'entre elles, une atmosphère, donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et ensuite des planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont des planètes de gaz, sur lesquelles, en fait, il ne faut pas trop compter
se poser parce que c'est des planètes qui sont uniquement formées de gaz avec une pression qui est énorme. Donc, a priori, il n'y a pas vraiment de possibilité de se poser, de vivre sur une telle planète. Donc, on va en fait se concentrer sur les 4 planètes telluriques, donc Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et ça m'amène à ma deuxième question, le quiz 2. Je vous montre une image ici, qui est une image donc d'une planète qui semble un peu être chose de gris. Et la réponse 1, c'est, alors, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la Lune? Est-ce que c'est un satellite de Saturne? Ou est-ce que c'est la planète Mercure? Donc, réfléchissez bien. Là, je vois qu'il y a quelques réponses déjà qui s'affichent et qui sont un petit peu dans les 3. Donc, c'est donc la Lune, satellite de Saturne ou la planète Mercure. Je laisse encore. C'est exactement également réparti entre les 3. Donc, si, heureusement, je ne fais pas un sondage, sinon je n'aurais pas de réponse. J'aurais pas la réponse. Donc, je laisse encore 5 secondes. Là, on remonte, on remonte. Alors, ouais, autant plus de votes. Allez, 3, 2, 1, 0. Alors, en fait, c'est la planète Mercure, vue par Bepi Colombo. Alors, la plupart des réponses penchaient plutôt vers la Lune. Donc, non, ce n'est pas la Lune, c'est la planète Mercure, vue par Bepi Colombo. Et là, je vous la montre en vraie couleur. Et en fait, Mercure donc, est une planète très proche du, système, du Soleil. Hein. Il fait moins 150 degrés quand on est côté nuit et plus 450 degrés quand on est côté jour. Donc, ce n'est pas là qu'on va pouvoir habiter, ce n'est pas là que de la vie a pu se développer. Elle a une toute petite atmosphère quasiment inexistante. Il y a quand même de l'eau sous forme glacée dans les cratères polaires de Mercure. Mais bon, voilà, vous avez compris. En fait, ça ressemble un peu à la Lune en plus chaud. Mercure, c'est un peu ça. Donc, a priori, ce n'est pas sur Mercure qu'on va aller s'installer pour mieux vivre que sur Terre. C'est moins vivable, bien moins vivable que sur Terre. Et donc, ça m'amène maintenant à la troisième question. Qu'est-ce que c'est que cette boule rouge? Alors, est-ce que c'est une pizza que j'ai oubliée au four trop longtemps? Ou est-ce que c'est le Soleil vu en infrarouge? Ou est-ce que c'est la planète Vénus? Voilà, pizza, Soleil ou Vénus. Alors, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Alors, la majorité des réponses penchent vers le Soleil vu en infrarouge. En fait, c'est la planète Vénus, qu'on appelle l'étoile du berger, hein, qui est très, très brillante dans le ciel. Et en fait, là, on la voit comme cela. C'est une image radar qui permet d'évacuer l'ensemble des nuages, parce que sinon, quand vous la voyez avec un télescope, vous voyez ça, hein, une planète recouverte de nuages. Et si donc vous vous approchez, vous voyez des volcans avec des coulées de lave séchées sur la planète. Et en fait, Vénus est une planète sur laquelle il fait à peu près 470 degrés, sur laquelle il y a 90 fois la pression atmosphérique que vous avez sur Terre, et sur laquelle il pleut de l'acide sulfurique. Donc, ce n'est vraiment pas une planète sur laquelle vous avez envie d'aller, ou alors c'est plutôt une planète sur laquelle vous avez envie d'envoyer les gens que vous n'aimez pas, puisque vous êtes sûr qu'ils ne vont pas résister longtemps. Les sondes soviétiques s'étaient posées dans les années 60 sur cette planète, les sondes Venera, eh bien, n'ont pas résisté pendant un temps supérieur à l'heure, typiquement, parce qu'après, elles étaient détruites par les éléments qui étaient vraiment extrêmes sur cette planète. Donc, en fait, entre Mercure, Vénus, il n'y a pas vraiment de destination favorite, donc on va essayer d'aller voir plus loin. Et ben, on peut imaginer aussi partir sur des astéroïdes. Alors ça, ou même des comètes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. En particulier, on s'est rapproché, par exemple, de la comète de Halley dans les années 1980. On s'est rapproché, puis on a pris des photos. On s'est rapproché aussi de la comète Churyumov-Gerasimenko, sur laquelle on s'est posé. On a fait plein d'expériences, en particulier, ça nous a permis de voir que des comètes sont des corps qui sont très poreux. Vous voyez, Chury a une tête un peu bizarre, c'est comme s'il y avait 2 noyaux qui s'étaient rentrés dedans, mais c'est exactement ça, c'est 2 noyaux qui se sont rapprochés
avec une collision très lente et qui sont restés collés l'un à l'autre. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler de Oumuamua, qui est cet astéroïde à la forme allongée, un peu comme un cigare, qui a traversé notre système solaire. Alors certains ont dit qu'il s'agissait probablement d'un astéroïde, d'un corps extraterrestre, comme un vaisseau envoyé par les extraterrestres. A priori, il n'y a pas grand-chose qui pousse à ce qu'on imagine que ce soit extraterrestre. Hein, c'est plutôt un corps il y en a beaucoup comme ça, des corps qui traversent le système solaire, qui sont déviés par la gravitation du Soleil. Donc a priori, Oumuamua, c'est plutôt ça. Et je vous ai dit tout à l'heure, là c'est l'actualité, puisque Osiris-Rex est une sonde qui s'est posée sur Bennu, qui a récupéré du matériel de cet astéroïde et qui va le ramener sur Terre en 2023 et on va l'étudier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les astéroïdes comportent des matériaux qui peuvent être très utiles pour explorer l'espace. En particulier, ça peut d'abord nous permettre d'avoir des éléments qui nous permettent de respirer. Ça peut aussi nous permettre de récupérer des éléments qui sont utiles pour propulser les fusées. Et donc, ça peut nous permettre d'aller plus loin dans le système solaire. Donc, non seulement, on fait coup double, parce que non seulement on étudie les astéroïdes, comment ils sont formés, mais en plus, ça peut nous permettre pour explorer et coloniser, pourquoi pas, le système solaire. Donc, les astéroïdes comètes sont aussi utiles à être étudiés. Ça mène maintenant à ma quatrième question. Voilà, je vous montre une image qui a l'air de mauvaise qualité, mais c'est l'image telle qu'elle est. Hein. Je vous demande ce que c'est que cette image un peu floue. Est-ce que c'est la première image de Mercure par la sonde Mercury, ou la première image de la face cachée de la Lune, ou bien le premier daguerréotype du Soleil en noir et blanc pris en 1871? Voilà, je vois qu'il y a déjà des gens qui répondent. Voilà. Il y a un match entre les deux premières, là, entre l'image de Mercure et l'image de la face cachée de la Lune. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Il y a encore des réponses qui arrivent. Il y a la majorité penche vers l'image de Mercure. Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour répondre. 5 secondes. Mercure est en train d'augmenter. 2, 1, 0. Voilà. Alors en fait, de quoi il s'agit? Bien, il s'agit de la première image de la face cachée de la Lune, prise par une sonde soviétique Luna 3 le 7 octobre 1959. Donc c'est la première sonde qui est passée derrière la Lune et qui a photographié la face cachée, comme on l'avait jamais vu. Alors évidemment, la face cachée en fait ressemble quand même beaucoup à la Lune, hein, et peut-être que vous avez vu dans l'actualité qu'il y a une sonde, la sonde Chang'e 4 des Chinois, qui s'est posée sur la face cachée. Alors maintenant, donc, ça nous amène à la course vers la Lune. Donc on était dans les années 1960, hein, ça a commencé début des années 60, la course à la Lune a commencé. Les Soviétiques et les Américains ont fait la course pour arriver les premiers sur la Lune. Et bon, vous savez que ce sont les Américains qui ont gagné à la fin. Là, je vous montre une image que vous n'avez peut-être pas vue très souvent, qui est une image en vraie couleur de la Lune. Et donc, vous voyez sur la Lune, d'abord qu'il y a beaucoup de cratères, vous voyez qu'il n'y a pas d'atmosphère, et puis, vous voyez ces grandes mers qui sont des endroits plus récents, qui sont moins cratérisés sur la Lune. Alors, je vous ai dit au début que la Lune était utile pour l'apparition et le développement de la vie sur Terre, puisqu'en fait, elle a canalisé, par sa gravité, elle a canalisé plein de météorites qui sinon seraient tombés sur la Terre. Donc, avoir la Lune, c'était bien. Alors, sur la Lune, évidemment, on ne peut pas respirer, il n'y a pas d'air, hein, donc il faut une combinaison avec de l'air pour pouvoir survivre. Par contre, sur la Lune, il y a quand même de l'eau qui se trouve sur les cratères polaires, de la même manière que Mercure. Alors, comme Mercure, il fait très froid quand on est côté nuit, il fait moins 150 degrés, il fait très chaud quand on est côté jour, moins chaud que sur Mercure quand même, il fait de l'ordre de plus 150 degrés quand on est au Soleil. Je vous ai montré cette image-là tout à l'heure, hein. Ça, c'est le point d'atterrissage sur la Lune. Donc, vous voyez qu'on a couvert une petite partie de la Lune, soit avec les missions Apollo des Américains, soit avec les missions Luna, qui étaient des missions robotiques des Soviétiques, et donc aujourd'hui avec les missions chinoises, comme la sonde Chang'e
ou la sonde Chang'e 5 des Chinois. Alors, la course est repartie. Donc là, cette fois-ci, les Chinois sont entrés aussi dans la danse, hein, ou dans la course, devrais-je dire. La NASA vient de signer un contrat de 200 millions de dollars avec une entreprise qui s'appelle Astrobotic Technology pour envoyer un premier rover sur la Lune en 2023. Donc 2023, c'est demain. Et pour rechercher de la glace, justement, dans ces cratères près des pôles qui pourraient fournir de l'eau aux astronautes. Alors, il y a aussi cette course à la Lune passe aussi par un programme qui s'appelle le programme Artemis, dans lequel participent donc surtout les Américains, mais aussi une participation européenne. Donc, le but, c'est de renvoyer des Américains et en particulier des Américaines sur la Lune en 2024. Donc, pareil, c'est demain. Après, c'est des programmes qui peuvent être retardés, hein. Ce n'est pas forcément en 2024 qu'ils vont y arriver. Donc, il y a un lanceur SLS, un module Orion qui serait le module européen et une station qui permettrait de faire les allers-retours entre la Lune et… pardon, ce module Orion permettrait de faire l'aller-retour entre la Lune et la station. La station s'appelle Gateway et on aurait donc un petit module, un peu comme les missions Apollo où vous aviez un orbiteur qui orbitait autour de la Lune et le LEM qui descendait sur la Lune. Et là, le LEM, c'est le module Orion et cet orbiteur serait la station Gateway. Et il y aurait donc la fusée Starship de SpaceX qui permettrait d'envoyer le matériel, les astronautes, etc., sur cette station Gateway avant de descendre avec le module Orion sur la surface de la Lune. Et donc, quel est le but à plus long terme? Donc ça, Artemis, c'est un programme qui est financé et sur lequel les Américains et avec une participation européenne travaillent. Le but à plus long terme, c'est évidemment de constituer un village lunaire. Je dis évidemment, ça n'a rien d'évident. Donc, de construire un village lunaire. Le village lunaire, là, c'est une idée qui n'est pas financée pour l'instant, et dont le but serait donc d'installer une présence humaine accompagnée de robots qui pourraient les aider. Mais le but, c'est d'installer une présence permanente sur la Lune. Et alors, comment on fait ça? Il faut d'abord envoyer du matériel, tel que des imprimantes 3D qui vont permettre de construire des dômes sur la Lune pour pouvoir s'abriter. Par exemple, on pourrait construire ces dômes à partir de régolithes, qui est la poussière créée sur la Lune lors d'impact de météorites. On peut imaginer aussi récupérer de l'eau, c'est-à-dire de l'hydrogène. En dissociant l'hydrogène et l'oxygène, on peut faire de l'air. Et l'eau, je vous ai dit, on peut la récupérer à partir de la glace d'eau qui se trouve au fond des cratères polaires. Et l'hélium 3, qui est aussi dans le régolithe, permettrait d'alimenter en carburant les fusées. Donc en fait, si on réfléchit un petit peu, ce que ce programme signifie, c'est que la Lune pourrait devenir un spatioport. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de la Terre pour explorer le système solaire, eh bien, on mettrait des fusées qui partiraient de la Lune pour explorer le système solaire. Et pourquoi c'est mieux? Parce que la Lune a moins de gravité que la Terre, beaucoup moins, moins d'un tiers, ce qui permettrait d'avoir des lancements de fusées qui sont beaucoup moins chers que sur la Terre. Et donc, on pourrait après explorer le système solaire plus facilement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le long terme. L'idée, c'est d'établir une présence sur la Lune pour pouvoir faire un spatioport et explorer le reste du système solaire. Donc là, on a vu Mercure, Vénus, bon, la Terre au début, la Lune. Alors, on va continuer notre voyage dans le système solaire. Et donc, ça m'amène à mon cinquième quiz. Qu'est-ce que c'est que cette figure? Alors, il y a trois réponses possibles. Est-ce que c'est la sculpture égyptienne de la tête d'une femme dans le désert du Sahara? Est-ce que c'est un dessin fait par l'astronaute Neil Armstrong avec de la poussière lunaire? Ou est-ce que c'est une montagne martienne vue d'en haut? Voilà, donc je vous laisse le temps de voter. Pour l'instant, vous répondez tous la même chose. Je ne vous dis pas quoi, sinon ça va vous influencer. Ah non, ça y est, il y a aussi ça se bat entre le désert du Sahara et la montagne martienne. Voilà. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Ah. Personne ne pense que c'est Armstrong qui a fait un dessin sur la Lune, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, ça ressemble un petit peu au
Ah, ça y est, merci, quelqu'un a répondu. C'était Armstrong. Donc, voilà, je laisse 10 secondes. Allez, 5 secondes, les derniers votes. Donc, la majorité est pour la montagne martienne. Et, eh bien, vous avez raison, c'est en effet une montagne martienne qui est Sidonia Mensae, qui est vue d'en haut. Et en fait, on a l'impression que ça a la forme d'une tête de femme, comme ça, alors qu'en fait, c'est une montagne qui est juste éclairée comme ça au lever du soleil et qui, si on la regarde en pleine journée, ne ressemble plus du tout à cette figure-là. Alors, est-ce que les terriens sont des futurs martiens? Voilà, c'est la question qu'on va se poser maintenant. Et donc, on en arrive à cette quatrième planète du système solaire, Mars. Mars est une planète rouge à cause de la présence d'oxyde de fer. Température entre moins 100 à 0 degré. Hein, donc, en hiver, il fait moins 100 degrés. En été, le 21 juin, au soleil à midi, il fait 0 degré. Voilà, ce ne sont pas les conditions terrestres. La moyenne, c'est moins 63 degrés. L'atmosphère de Mars est très ténue. C'est l'équivalent de l'atmosphère. C'est comme si vous étiez sur Terre à peu près à 40-50 km d'altitude. Donc, vous avez quasiment rien comme atmosphère. Vous savez que quand vous volez en avion à 10 km, c'est pressurisé. Et si vous ouvriez un hublot, ce que je ne conseille pas, eh bien, vous ne pourriez pas respirer dans l'atmosphère. Donc là, typiquement, sur Mars, on ne peut pas respirer. L'atmosphère est très, très ténue. Il y a beaucoup de sable en suspension. Il y a même des poussières, il y a des tempêtes de sable sur la planète Mars. Mais les vents ne sont pas très forts parce que l'atmosphère est très ténue. En fait. Donc, ça ne ressemble pas du tout justement à la première partie, au début du film Seul sur Mars. Là, on a l'impression qu'il y a une tempête très forte. En fait, on ne sentirait pas grand-chose parce que l'atmosphère est vraiment avec une pression très, très faible. Voilà les lieux d'atterrissage de différentes sondes sur la planète Mars. Donc, en fait, je vous montre cette image parce qu'elle ressemble un petit peu à ce qu'on voit sur la Lune. Vous voyez que Mars a été quasiment autant exploré que la Lune. La seule différence entre la Lune et Mars, qui est de taille quand même, c'est qu'on a envoyé des hommes sur la Lune et pour l'instant, on n'a envoyé que des robots sur Mars. On a donc récupéré des échantillons de roches, lunaires qu'on a ramenés sur Terre. On n'a jamais ramené sur Terre des échantillons de Mars. On espère le faire en ce moment. D'ailleurs, il y a une sonde qui est prévue pour ça. Voilà, mais vous voyez, donc on s'est posé à différents endroits, on a étudié différents sites, et vous voyez le petit dernier, la Persévérance, il est ici. Voilà. L'avant-dernier, c'est Curiosity qui se trouve ici. Et voilà, on a exploré différents terrains avec différentes compositions. Alors, qu'est-ce qu'on sait de Mars? Alors, on sait pas mal de choses. On sait, depuis le premier atterrissage d'une sonde Viking 2, on sait qu'il y a du givre, ce que vous voyez sur l'image. On sait qu'il y a du givre sur la surface de Mars. Et on sait aussi depuis cette sonde qu'il n'y a pas de molécules organiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de molécules qui va permettre de fabriquer de la vie et qu'il n'y a pas de forme de vie d'ailleurs. Enfin, donc ça, on le sait depuis les années 1970. On sait que la surface est recouverte de poussière dont on ne sait pas exactement l'origine, si c'est volcanique ou sédimentaire, mais il y a plein de poussière, un petit peu comme sur la Lune, il y a ce régolithe lunaire, qui est d'ailleurs très collant aux bottes des astronautes, ceux qui ont marché sur la Lune. Et bien là, il y a beaucoup de poussière sur Mars, qui probablement aussi est très collante, qui est aussi ce qu'on appelle du régolithe, c'est-à-dire qu'elle est formée à cause de l'impact de météorites sur la planète Mars, qui reçoit aussi beaucoup de météorites. Alors, je vais vous montrer cette sonde Viking qui a été posée en 1976. En fait, là, c'est intéressant parce que vous voyez que, comme on ne savait pas à cette époque-là s'il y avait de la vie sur Mars ou pas, eh bien, on a stérilisé cette sonde. C'est-à-dire qu'on l'a mise dans un four, on l'a chauffée, et dans le but d'éliminer tous les virus, tous les bactéries qui pourraient être sur la sonde et qui pourraient contaminer le sol martien s'il y avait de la vie. Donc, on a quand même pris cette précaution pour ne pas tuer de la vie martienne s'il y en avait et pour pouvoir étudier la vie martienne s'il y avait de la vie sur Mars. Donc, Viking n'en a pas vu. Alors, il est possible qu'il n'y ait pas de vie en surface, mais qu'il y ait de la vie en sous-sol, on verra tout à l'heure. On sait qu'il y a eu de l'eau liquide, on a des canyons, par exemple, là je vous en montre un exemple, vous voyez un petit canyon, en fait c'est une rivière à côté d'un cratère, là, et on a même des traces d'argile, tout ce qui est bleu c'est de l'argile, donc on sait qu'il y a de l'eau
qui a coulé en grande quantité à la surface de Mars. On a même des preuves qu'il y a eu des tsunamis qui ont eu lieu sur Mars, donc des grandes vagues comme ça qui se sont propagées sur plusieurs centaines de kilomètres. Aujourd'hui, quand vous avez un météorite qui tombe sur Mars, ça fait splash, un peu comme quand vous lancez un caillou dans une surface de sable et que le sable est un peu mouillé. Vous savez, quand l'eau s'est retirée, ça fait splash. Ça, c'est la preuve qu'il y a de l'eau dans le sous-sol martien. Alors, ce n'est pas de l'eau liquide, hein, c'est de l'eau sous forme gelée, mais comme le météorite, quand il arrive, ça dégage une grosse quantité de chaleur, la température augmente, eh bien, ça va faire bouillir l'eau et elle ressort à la surface. Donc, ça fait des splashs comme ça. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'il y a 3 milliards d'années, toutes les conditions étaient réunies pour que la vie apparaisse sur Mars. Il y avait de l'eau liquide à la surface en grande quantité. Il y avait de l'énergie, l'atmosphère était beaucoup plus dense qu'actuellement et il y avait de la matière organique. Eh bien, où est passé tout ça? Eh bien, en fait, l'eau liquide, elle s'est évaporée. Pourquoi? Parce que l'atmosphère, elle, a disparu. Et pourquoi l'atmosphère a-t-elle disparu? Eh bien, on sait aujourd'hui que l'atmosphère de Mars a disparu depuis 3 milliards d'années à cause de particules énergétiques qui proviennent du Soleil et qui vont interagir avec la haute atmosphère et qui vont partir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Mars a perdu son atmosphère et pas la Terre? Eh bien, parce que la Terre a un champ magnétique qui est très fort. Et son champ magnétique fait un bouclier contre le vent solaire. Sur Mars, le champ magnétique est très faible, donc pas de bouclier, et donc l'atmosphère peu à peu s'en va. Donc là, c'est pour ça que les destins de ces deux planètes ont été très différents. Donc vous voyez quand même que là, ça tient un peu de choses. Hein, ça tient à la formation des planètes. À l'intérieur de la Terre, il y a un noyau de fer qui était au départ en fusion, qu'on appelle la graine, qui s'est mis à tourner très vite et qui a créé ce champ magnétique qui aujourd'hui est un bouclier contre ce vent solaire. Donc on veut quand même étudier la planète Mars parce qu'on se dit que s'il y a 3 milliards d'années, les conditions étaient réunies pour que la vie apparaisse, peut-être qu'il y a encore de la vie en sous-sol. Donc c'est pour ça qu'on a envoyé beaucoup de robots sur Mars pour étudier cette planète. Et en particulier, on a envoyé Curiosity. Alors là, c'est un selfie de Curiosity envoyé par la NASA en 2012, qui a étudié la planète donc qui étudie encore, d'ailleurs, qui fonctionne encore, donc pendant une petite dizaine d'années. Et là, je vous montre juste avant de lancer, je vous montre un petit film qui est en fait l'atterrissage de Persévérance, donc qui a eu lieu en février dernier. Vous avez peut-être suivi en direct. Je vous montre juste les dernières étapes de cet atterrissage de Persévérance, sonde de la NASA, donc qui a atterri en février. Donc voilà, donc là vous avez vu en fait l'atterrissage de Persévérance qui est en fait, il correspond à ce que les ingénieurs appellent les 7 minutes de terreur, puisque c'est en fait 7 minutes où il n'y a aucun contrôle de la part du JPL, Jet Propulsion Laboratory. Donc c'est quelque chose qui est complètement automatisé. Il n'y a aucun contrôle puisqu'en fait la Mars est trop loin, donc le temps de réaction est de l'ordre de 20 minutes, puisqu'il faut que le temps que la lumière aille de Mars à la Terre. Donc en fait, c'est complètement automatisé et bon, ça a très bien marché pour Curiosity et pour Persévérance. Voilà un selfie, une photo d'un bras de Persévérance donc, qui est sur Mars actuellement. Et vous pouvez suivre sur le site de Persévérance. Là, je vous montre le petit hélicoptère Ingenuity. Enfin, je dis petit, il fait quand même 1 mètre de diamètre. Donc Ingenuity qui a volé, qui s'est déplacé. Et l'idée, c'est qu'en en volant, vous allez plus vite qu'en roulant. Donc, il peut comme ça explorer une partie du sol martien. Alors, il y a d'autres missions qui sont prévues. Tianwen-I, ou qu'on appelle Zhurong en chinois, vient de se poser avec succès.
On a eu d'ailleurs, là c'est la photo de la rampe de descente de la sonde sur le sol martien, et ça c'est la sonde qui s'est posée, qui s'est fait un petit selfie. Et l'année prochaine, si tout va bien, il devrait y avoir un rover européen qui est le Rosalind Franklin, européen et russe, le Roscosmos, avec donc ça c'est la sonde qui mesure le méthane dans l'atmosphère de Mars, qui est actuellement en orbite, hein, c'est TGO. Et ça, c'est donc le rover Rosalind Franklin qui va se poser l'année prochaine. Et donc, ça m'amène sur mon sixième quiz. Qu'est-ce que c'est que cette image? Vous voyez ici, un globe. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un réseau de voies ferrées projeté sur le globe terrestre, ou est-ce que ce sont des canaux d'irrigation sur Mars, ou la topographie sur Titan, un satellite de Saturne? Alors, c'est un petit peu plus dur, hein. Donc, réseau de voies ferrées sur la Terre, canaux d'irrigation sur Mars ou topographie sur Titan. Allez-y, à vos votes. J'ai beaucoup de réponses sur l'un. Alors, j'avais beaucoup de réponses sur Titan. Et en fait, il s'agit de canaux d'irrigation sur Mars qui étaient imaginés par Percival Lowell en 1895. En fait, ce qu'il imaginait, parce qu'il voyait des formes quand il regardait la planète Mars, c'est qu'il y avait des villes sur Mars et des canaux d'irrigation qui amenaient l'eau qui se trouve dans les calottes polaires de Mars par des sortes de canaux vers les villes martiennes. Et en fait, de là est né le mythe du Martien. C'est de là qu'on a commencé à penser qu'il y avait peut-être des gens qui habitaient sur Mars. Et ça a duré jusqu'au début du XXe siècle. Et même après, quand on a compris qu'il n'y avait pas de gens qui habitaient sur Mars, on s'est demandé s'il n'y avait pas de la végétation en grande quantité sur Mars. Et donc, on a quand même projeté beaucoup de désirs de vie sur cette planète pendant très longtemps. Et c'est aussi probablement ce qui justifie pourquoi il y a autant de rovers qui sont partis sur cette planète Mars. Alors, je vais maintenant très rapidement parler un peu de terraformation. Terraformation, c'est quoi? L'idée, c'est d'essayer de transformer une planète pour qu'elle devienne similaire à notre Terre. Alors, ça peut passer par différents moyens. Il y a un moyen qui serait de complètement transformer l'atmosphère, par exemple, pour rendre l'atmosphère de Mars vivable. Et à ce moment-là, donc, on pourrait imaginer même pouvoir vivre sans combinaison. Ou alors, ça passerait par, on construit des grands dômes et à l'intérieur, on peut fabriquer des villes à l'intérieur desquelles on peut, pareil, vivre sans combinaison, respirer, tout ça. En fait, c'est un processus qui est quand même très, très long, hein, de transformer une planète qu'on n'a jamais fait. On ne sait même pas si c'est possible, hein. On imagine qu'on pourrait peut-être envoyer pourquoi pas des algues ou des bactéries qui vont rejeter du méthane, qui a un effet de serre puissant, et donc ça va réchauffer l'atmosphère de la planète Mars. Mais voilà, c'est plutôt sur des échelles de temps de quelques, probablement milliers, voire dizaines de milliers, voire plus, hein, d'années. Donc c'est quand même c'est long, ça ne sera pas tout de suite. Alors, les dômes là, que vous voyez ici, faut bien imaginer quand même que il faut qu'ils soient solides, puisque si vous avez un petit astéroïde qui arrive sur la planète Mars et qui détruit le dôme, eh bien, tout l'air qui est dans le dôme s'en va à l'extérieur, et donc tous ceux qui sont dans la ville là, meurent immédiatement, asphyxiés. Donc évidemment, ça pose quand même des problèmes, et vous voyez qu'on est encore assez loin d'une terraformation de cette planète. Alors, quid de Vénus? Certains ont imaginé pareil, soit de transformer la planète en captant le dioxyde de carbone qui se trouve dans la planète, en le mettant en sous-sol, et du coup de rendre la planète moins chaude et plus respirable. Bon, il fait quand même toujours 450 degrés donc, au sol, donc avant que ça soit vivable, hein, ça va nous prendre du temps. Une autre solution serait de vivre en altitude. Donc c'est ce que vous voyez sur cette image-là. On pourrait imaginer vivre dans l'altitude de Vénus, en haute altitude de l'atmosphère vénusienne. Et là, il peut faire une température de l'ordre de 30 degrés, donc plutôt agréable. Mais il n'empêche que l'atmosphère est principalement quand même formée de dioxyde de carbone. Donc, il va falloir de toute façon avoir des réserves d'oxygène ou alors le dissocier
du dioxyde de carbone pour faire un air qui devienne respirable. Donc, vous voyez que on parle beaucoup de terraformation, mais c'est vraiment des enjeux à très long terme qu'on ne va pas faire tout de suite. Eh bien, ça m'amène en fait à ma 7e question, qui va traiter de qu'est-ce que c'est que cette bande blanche? Alors, est-ce que c'est un météore photographié pendant sa chute, le coronavirus examiné au microscope électronique, la Terre vue de loin ou la Voie lactée? Il y a déjà quelques réponses qui arrivent. Donc, wooclap, wooclap.com/chatiliban, n'hésitez pas. Là, ça se bat entre les 3 personnes qui choisissent le coronavirus, je ne sais pas pourquoi. Ça se bat entre soit la traînée d'un météorite, soit la Terre vue de loin, soit la Voie lactée. Allez, je vous laisse encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, personne n'a mis coronavirus. Et en fait, il y a une majorité pour la Terre vue de loin, et vous avez raison. C'est en effet la Terre vue des confins du système solaire, une photo prise par Voyager en 1970, et c'est en fait le plus grand selfie du temps, puisque c'est toute l'humanité, au moins la moitié, celle qui est éclairée, qui s'est prise en photo sur la Terre. Et donc maintenant, on va partir plus loin dans cette dernière partie. On va partir coloniser les exoplanètes. Alors les exoplanètes, ce sont on en a découvert aujourd'hui plus de 4000, qui se trouvent dans plus de 3000 systèmes planétaires. C'est comme le système solaire, c'est-à-dire c'est une étoile entourée de plusieurs planètes, souvent des systèmes multiples, souvent plusieurs planètes qui tournent autour de la même étoile. Et donc des planètes qui sont en dehors du système solaire, qui des fois peuvent être très loin autour d'étoiles qui sont vraiment très éloignées de nous. Alors la question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer coloniser les exoplanètes? Alors, pour répondre à cette question, en fait, il faut savoir vraiment où est-ce qu'on cherche. Et là, en fait, ça dépend de ce qu'on appelle la zone habitable. Et vous voyez ici, vous avez différents types d'étoiles, de très brillantes à peu brillantes. Là, vous avez le Soleil au milieu. Et puis là, vous avez les planètes du système solaire, donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et vous voyez qu'en fait, cette bande habitable, c'est une bande dans laquelle, si vous avez une planète rocheuse avec une atmosphère, la température est entre 0 et 40 degrés et vous pouvez avoir de l'eau liquide, c'est-à-dire typiquement pas ce qu'a le Petit Prince sur sa planète. Eh bien, la Terre, vous voyez, elle est dans la zone habitable. Mars, elle est à la limite de la zone habitable. Et en fait, ce qu'on va rechercher, c'est des planètes qui sont dans cette zone-là. Donc, si ce sont des planètes à côté d'une étoile chaude, la zone habitable va être plus loin. Si la planète est à côté d'une étoile froide, la zone habitable est plus proche. Eh bien, à côté de nous, si je puis dire, à 4,22 années-lumière, c'est-à-dire quand même à 40 000 milliards de kilomètres, il y a une planète qui s'appelle Proxima Centauri B, qui est très proche de son étoile, puisqu'elle tourne en 11 jours autour de son étoile. Et la question, c'est est-ce que c'est une planète habitable? En fait, on n'en sait rien, puisque d'après nos modèles, soit c'est une planète qui est rocheuse, un peu type Mercure, soit c'est une planète type océan, c'est-à-dire recouverte globalement de tout un océan. Et comme on n'en sait rien de ce que c'est réellement, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout pareil. C'est vraiment, on est entre ces deux extrêmes-là, soit complètement rocheux, soit complètement recouvert d'océan. Donc, vous ne faites pas les mêmes choses. Vous ne pouvez pas coloniser de la même façon une planète avec ces différents paramètres. Donc, comme on n'en sait rien, on a envie d'envoyer des sondes. Donc, il y a un projet qui s'appelle Breakthrough Starshot, qui serait d'envoyer des milliers de sondes propulsées par laser vers cette planète à 20% de la vitesse de la lumière, qui ferait que vous iriez là-bas en seulement 20 ans. Donc, vous envoyez des sondes là-bas. Évidemment, on n'envoie pas d'humains dans ces sondes-là. Donc, on envoie juste des sondes qui vont prendre une photo, qui prennent une photo de la planète et ensuite qui renvoient la photo qui, elle, voyage à la vitesse de la lumière. Donc, au bout de 24 ans, vous avez la photo de la planète et vous savez si c'est une planète océan ou une planète rocheuse type Mercure. Voilà, là, vous avez une vue d'artiste de ces sondes qui sont propulsées par laser à 20% de la vitesse de la lumière et qui vont là-bas en 20 ans. Alors, c'est super, mais une fois qu'on aura la photo, si un jour on décide d'envoyer des gens, des humains, des terriens, eh bien, ça prendra tout de même
70 000 ans de voyage. Donc, peut-être qu'il y aura des techniques pour diminuer un peu ce temps-là. Peut-être qu'il faudra hiberner avec cryogénisation ou des techniques de ce type-là. Donc, ça, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qui sera possible. Pour l'instant, le seul moyen d'explorer les exoplanètes qu'on ait, c'est plutôt de les observer à distance. Et ça, c'est ce qu'on fait avec des télescopes. Là, je vous montre un télescope qui est en construction, un télescope de 38 mètres en construction au nord du Chili, par l'Agence spatiale européenne. Et ça, c'est un télescope spatial qui va être lancé en octobre, qui est le télescope spatial James Webb, un télescope américain. Et donc, pour l'instant, c'est les seuls moyens d'explorer ces exoplanètes et de savoir lesquelles sont habitables et lesquelles pourraient être habitées. Est-ce qu'il y a une atmosphère? Quelle est la température? Des choses comme ça. C'est vraiment par l'observation. Et j'en arrive à mon quiz numéro 8. C'est qu'est-ce que c'est que ce dessin? Est-ce que c'est un astronaute dessiné par une civilisation disparue? Le dessin d'un extraterrestre dans la grotte préhistorique de Lascaux, ou le dessin d'un lapin par Kevin, 3 ans. Donc, vous avez, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Alors, pour l'instant, ça se bat entre l'extraterrestre et le lapin. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Encore 5 secondes. Je vous donne la réponse. Eh bien, en fait, personne n'avait trouvé, mais c'est bien le dessin d'un astronaute par la civilisation Nazca au Pérou, qui est en fait un géoglyphe, c'est-à-dire ce sont des pierres, ce sont des dessins qui sont faits dans la poussière ou qui sont sur la colline avec des pierres qui sont alignées, ce qu'on appelle un géoglyphe. Et donc, ils ont dessiné ça, on ne sait pas pourquoi ils ont dessiné ça, puisque cette civilisation a disparu. Et donc, ça m'amène à ma question, mais où sont-ils? Mais où sont-ils, ces extraterrestres? Et ça, c'est une question que s'était posée Enrico Fermi au milieu du XXe siècle, à laquelle, évidemment, on n'a pas de réponse, puisqu'on n'a encore jamais vu d'extraterrestres. On a pourtant essayé de les contacter. On a essayé de les contacter en leur envoyant des messages, par exemple, grâce à ce radiotélescope qui était Arecibo, donc à Porto Rico, et qui a été détruit en fin d'année dernière. Donc, c'était quelque chose qui était très triste de voir ce grand, parce qu'en fait, il y a cette structure-là de 900 tonnes qui s'est détachée et qui est tombée dans la partie du bas. C'était un grand radiotélescope, mais qui a été détruit. Et aujourd'hui, on a donc un autre télescope qui fait 500 mètres de diamètre, qui est le FAST en Chine. Et donc, grâce à ces observatoires, on peut envoyer des messages et on peut essayer aussi d'écouter l'univers. Et pour l'instant, on n'a jamais rien reçu comme message qui semblait venir d'une civilisation extraterrestre. Alors, le problème, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie, parce que imaginez qu'il y ait des poissons sur notre planète ou même des arbres. Évidemment, vous n'allez pas communiquer avec ces poissons ou ces arbres. Donc, quand on essaie de communiquer comme ça avec des gens, ça veut dire qu'on suppose qu'ils ont acquis une certaine intelligence pour pouvoir envoyer des messages ou recevoir des messages avec des ondes radio. On a aussi utilisé d'autres moyens. On a jeté des bouteilles à la mer. Par exemple, Pioneer 10, une sonde lancée en 1972 et qui a exploré le système solaire et qui aujourd'hui est aux confins du système solaire et même sortie, on pense, de l'héliosphère, la sphère d'influence du Soleil. Eh bien, là-dessus, on a mis une petite plaque que j'agrandis ici. Et en fait, on a placé le dessin d'un homme et d'une femme. On a mis où est-ce qu'on était. Là, vous avez le Soleil, vous avez les planètes, le système solaire, et là, vous avez le trajet de la sonde. Et on a même mis où on était dans le système solaire avec la position du Soleil par rapport à des étoiles à neutrons qui envoient des signaux, un peu comme les phares, des signaux avec des fréquences qui sont très particulières. Donc, en fait, c'est comme une carte, vous êtes ici. Les extraterrestres, s'ils prennent cette sonde et qu'ils arrivent à déchiffrer ça, eh bien, ils peuvent venir nous voir. Bon, vous avez vu, pour l'instant, on n'en a encore pas beaucoup vu. Donc, ça veut dire soit qu'ils n'ont pas trouvé la sonde, soit qu'ils l'ont trouvée, mais qu'ils n'ont rien compris au schéma qui était indiqué.
On a aussi envoyé un disque. Ça, c'était sous Jimmy Carter, un président des États-Unis, donc en 1977, qui commençait en disant « Ceci est un présent d'un petit monde éloigné, une marque de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées, de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps de sorte que nous puissions vivre dans le vôtre. » Alors, je vous rappelle que ça c'était en pleine guerre froide, donc ils ne savaient pas trop s'ils allaient durer longtemps sur Terre. Voilà, donc on a envoyé quelques messages comme ça, et encore une fois, donc pour l'instant, ça n'a pas été vraiment couronné de succès. Alors, où sont-ils? Ben, on n'en sait rien, ils sont pour l'instant dans nos films principalement. Et donc là, j'en arrive à la fin de cette conférence. Soigner ou partir, il faut choisir. Faut-il partir ou faut-il soigner notre planète? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premiers astronautes qui ont fait le tour de la Lune sans s'y poser, donc sous Apollo 8, c'est la première fois qu'ils voyaient la Terre de loin. Et ils ont dit, nous sommes partis découvrir la Lune, nous avons découvert la Terre. En fait, ils ont pris conscience, avec cette photo qui est devenue iconique, évidemment, que la Terre était vraiment un oasis de vie perdu au milieu d'une immensité spatiale complètement dénuée de vie, et un milieu très hostile à la vie. La Lune est un milieu très hostile à la vie, et la plupart, enfin tous les endroits en dehors de la Terre, là, dans le système solaire, sont très hostiles à la vie. Et vous avez vu, on a parlé de terraformation, des choses comme ça, mais c'est des choses qui restent théoriques. Et on ne sait pas si c'est possible, on ne sait pas combien de temps ça nous prendrait, etc. Donc c'est très compliqué. Donc c'est vrai que le message, c'est plutôt qu'il vaut mieux pour l'instant soigner la Terre que essayer d'en partir. Et le message même final, je dirais, c'est qu'il vaut mieux explorer l'espace qui nous entoure plutôt que le coloniser. Et dans les dernières minutes qui me restent, je vais vous montrer un film qui est en fait mon quiz bonus. Et à la fin du film, vous allez pouvoir me répondre à la question qu'est-ce que c'est que vous allez voir? Est-ce que c'est le ciel vu de la Lune, vu de la Terre ou vu de Mars? Donc, je vous montre le film et vous répondez à cette question-là en même temps que le film. Voilà, alors donc la majorité des réponses, c'est le ciel vu de Mars. J'ai des réponses maintenant sur vue de la Lune. Je vous laisse encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Donc, majorité, c'est vue de Mars. Et en fait, eh bien, c'était tout simplement une vue depuis la Terre, depuis le désert d'Atacama au Chili, donc dans l'hémisphère sud. Et donc, en fait, vous le voyez tout de suite parce que c'est vrai que le sol il ressemble à Mars. D'ailleurs, sur cet endroit-là, on utilise pour tester les sondes qui vont aller sur Mars. Donc, le désert d'Atacama ressemble beaucoup à Mars. Mais vous voyez ce ciel bleu, ça c'est vraiment typique de la Terre. Sinon, il serait plutôt rouge sur Mars et même beaucoup moins présent puisque vous avez vu, l'atmosphère de Mars est très ténue. Donc, c'était vraiment le ciel vu de la Terre dans le désert d'Atacama, au Chili, avec un très beau film donc, fait par Serge Brunier et la musique de Georges Delerue. Voilà, je précise. Et donc, je vous remercie de votre attention et je m'arrête là pour prendre des questions. Merci beaucoup. Merci Sylvain pour cette conférence fascinante sur la colonisation de l'espace. Merci. Je passe aux questions. Donc, on a des questions sur le chat. Je vais commencer par la première question. Bon, comment éviterons-nous les météorites sur la Lune si nous la colonisons? On ne les évitera pas.
On les évitera pas, Pardon? on ne pourra pas les éviter. On n'évitera pas. Ben non, non. D'accord. Les météorites sur la Lune, ils vont continuer à tomber, évidemment. Donc, c'est un peu comme dans Tintin, vous savez, quand ils marchent sur la Lune, ils sentent quelque chose qui a tremblé, ils se retournent et puis en fait, il y a un gros trou derrière eux. Eh bien, en effet, ça, il faut compter avec, hein, c'est comme sur Terre. Hein. Il y a des météorites qui nous tombent dessus. L'avantage sur Terre, c'est qu'on a une grosse atmosphère qui brûle les météorites. Donc finalement, il y en a très peu qui arrivent à tomber sur la Terre elle-même, sur le sol terrestre. Sur la Lune, comme il n'y a pas d'atmosphère, eh bien, ils vont tous tomber. Donc l'avantage qu'on a par contre, c'est que on pourra suivre ces météorites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Terre, on arrive à savoir quand est-ce qu'un gros météorite va nous tomber dessus. Pas les petits, on n'arrive pas dessus, mais les gros, oui, les astéroïdes. Donc, ben, sur la Lune, on aura sûrement un système comme ça qui va nous permettre de prévoir. Et ben, il faudra qu'on fasse en conséquence. Mais évidemment, si vous avez un dôme qui est construit à un endroit, ben, il risque d'être troué par le météorite. Alors, il faudra faire un blindage spécial météorite. Mais ça veut dire que c'est beaucoup plus lourd, plus cher, plus dur à construire, etc. Donc oui, c'est un problème. Mais sur Mars aussi. Bon, je vais joindre les deux questions. Est-ce qu'on peut construire des fusées sur d'autres lunes? Est-ce qu'on peut créer un champ magnétique suffisant pour protéger une planète ou une lune? Oui, alors ça, c'est deux questions différentes. En fait, le champ magnétique, non, ça sera impossible de créer un champ magnétique parce que le champ magnétique terrestre, c'est une graine due à la roche de fer qui se trouve donc, au centre de la Terre, mais qui fait de l'ordre du millier de kilomètres. Donc, on ne va pas créer ça sur Mars, c'est impossible. Donc, non, on ne pourra pas se protéger du champ des vents solaires, ce n'est pas possible. En fait, la seule solution qu'on a, c'est d'envoyer des gens qui sont moins sensibles à ça. Donc, soit de façon génétique, soit d'envoyer des vieux qui, eux, on sait que les vieux, quand ils ont des cancers, ils développent beaucoup moins vite que les jeunes parce que leurs cellules se reproduisent moins vite. Et bien, typiquement, le vent solaire crée des mutations et des cancers. Donc, il vaut mieux envoyer des gens vieux que des gens jeunes. Mais on ne pourra pas éviter les vents solaires, on ne pourra pas créer de champ magnétique. Bon, est-ce que vous avez une idée sur la construction d'un hôtel dans l'espace? C'est une question aussi sur le chat. Mais est-ce que ça sera dans les prochaines années? Construction d'un hôtel dans l'espace sur la Lune, c'est ça, sur la Lune. Il y a déjà des vols touristiques qui vont être organisés par Branson, je crois. Ça, c'est possible. On peut payer cher et aller sur un vol qui va tourner autour de la Terre, par exemple. On peut même imaginer payer un billet pour aller sur la station spatiale quelque temps. Alors, oui, on peut imaginer qu'une fois qu'il y aura ce village lunaire sur la Lune, on peut imaginer que des gens vont payer cher pour aller passer quelque temps. Oui, c'est possible. Bon. Cela dit, il faudra qu'ils payent cher, il faudra quand même aussi qu'ils soient bien entraînés parce que ça restera quand même quelque chose d'assez physique. Donc, et oui, pourquoi pas. Après, je ne sais pas si c'est intéressant, mais pourquoi pas. Alors, je crois que j'avais oublié une autre question tout à l'heure sur la construction de fusées. C'est ça, sur les autres planètes. Oui, est-ce que Oui, c'est envisageable? Est-ce qu'on oui. peut Alors, penser à quelque chose comme ça? oui, c'est tout à fait envisageable. En fait, on l'a déjà fait puisque, enfin, on a déjà décollé depuis la Lune. Le LEM lunaire, il redécollait de la Lune. Et en fait, ça, c'est la preuve que c'est pas très dur de décoller de la Lune puisque la gravité est très faible par rapport à celle de la Terre. Donc, on pourra faire ça, on pourra le faire sur Mars aussi. On l'a jamais fait depuis Mars, mais on peut imaginer. Le plus dur, c'est plus il y a de gravité, plus c'est dur. Donc, c'est plus dur depuis la Terre que depuis la Lune ou depuis Mars. Mais oui, tout à fait, on peut imaginer, à partir du moment où vous avez tous les éléments qu'il faut et du carburant, le carburant, on peut le trouver sur ces planètes-là, sur la Lune ou sur Mars, on peut imaginer de décoller de ces planètes-là. Et c'est pour ça que l'idée de s'installer sur la Lune comme spatioport est une idée plutôt intéressante dans ce contexte-là. Bon,
Merci beaucoup, Sylvain Chati, pour cette conférence. Le public est là, donc le public, on a presque 35 à 40 personnes qui sont là derrière moi. Donc, merci pour cette présentation. La projection sur l'écran était parfaite et merci encore une fois. On va passer maintenant à Dr. Alain Khayat, aussi ingénieur à la NASA, donc, qui va faire une discussion sur les 3 conférences de ce festival. Donc, merci encore une fois et on espère vous accueillir au Liban en personne. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.